Voilà, je m'appelle Christian Roblin, je suis le président du Collège maçonnique qui est l'organisateur ou qui porte cette manifestation. Je ne suis pas l'organisateur moi-même, je vais en dire un mot. Le Collège maçonnique, c'est une association qui regroupe les académies maçonniques qui sont à Lille, à Lyon avec une antenne à Dijon, à Marseille avec une antenne à Montpellier et également à Toulouse et à Paris. Il y a également une université maçonnique et enfin, je ne sais pas pourquoi, il y a des trucs qui s'ouvrent devant moi. Et enfin, je vais donc vous présenter simplement les organisateurs de cette soirée et de l'ensemble d'ailleurs des autres rencontres que nous allons avoir. Je leur laisserai le soin de présenter ensuite les intervenants. Alors, Marie-Thérèse Besson a fait toute sa carrière dans le secteur de la santé. Et elle a été aussi grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France. Elle est présidente de l'Académie de Lyon dont je viens de parler. Alain-Noël Dubar est ancien grand maître aussi de la Grande Loge de France. Il est chirurgien de profession. Et donc on voit que le secteur de la santé est bien représenté. Et il est président de l'Académie qui se situe à Lille. Enfin, la troisième personne qui est en charge de la technique, qui est notre gourou technique, est Jean-Robert Daumas, dont je ne citerai pas les différents titres de gloire à la Grande Loge de France. Il assume un certain nombre de responsabilités, mais je le présente en tant que secrétaire du Collège maçonnique. Et j'ai fini comme ça mon introduction qu'on m'a demandé de faire très brève. Donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie de vous avoir inscrits et je remercie tous les participants de donner de leur temps en plein été pour ces rencontres qui ont toujours été un succès pour nous et d'un grand intérêt. Bonne soirée. Au revoir. Merci Christian. Eh bien, nous sommes effectivement extrêmement heureux de vous retrouver en ce début d'été pour la 3e année consécutive. Et je crois que ces entretiens d'été répondant à une demande et entraînant une satisfaction certaine, eh bien, nous avons décidé de les reconduire. Donc, nous avons conçu, Alain-Noël et moi, un programme qui, nous l'espérons, viendra enrichir vos réflexions au cours de cet été. Vous nous reverrez donc tout l'été, sauf le 14 juillet, parce que nous pensons que peut-être les bals populaires seront un peu plus attrayants que nous le serons ce soir-là. Donc, nous ne jouerons pas le 14 juillet. Voilà, donc merci aussi à Jean-Robert à nouveau d'assurer la technique de ces entretiens. Bonsoir à tous. Donc, cette année, nous avons choisi la thématique de l'identité et de l'altérité, qui est une thématique extrêmement contemporaine et qui en même temps, vous ne serez pas surpris, une thématique maçonnique. Le titre, c'est Identité et altérité, avec un sous-titre important, Soi et les autres. Ce thème sera décliné au cours de 10 entretiens, du 23 juin aujourd'hui au 1er septembre inclus. 10 entretiens selon des axes différents, par un conférencier profane et par des médiateurs qui sont toujours une sœur et un frère, essentiellement de la Grande Loge féminine de France pour les sœurs, de multiples obédiences maçonniques pour les frères. Vous avez du reste reçu le programme complet et nous vous l'enverrons régulièrement. Donc un entretien 40 à 45 minutes, ensuite une intervention assez brève des médiateurs pour poser les premières questions, et enfin vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez uniquement en utilisant le chat, c'est-à-dire l'onglet Q et R, et non pas l'onglet Discuter. Les médiateurs et nous-mêmes, Marie-Thérèse et moi-même, suivrons vos questions et les répercuterons au conférencier, à Jean Furtos. À Marie-Thérèse. Très bien. Merci Alain-Noël. Donc, entrons dans le vif du sujet de ce soir,
l'état des lieux du rapport de soi au collectif en société précaire. Donc, ce titre m'amène à vous présenter notre intervenant. Je veux parler de Jean Furtos, que je connais depuis de fort nombreuses années, psychiatre des hôpitaux lyonnais, ancien chef de service de psychiatrie au centre hospitalier de Lyon-Bron, directeur scientifique et fondateur de l'Observatoire national de la santé mentale et de la précarité, et qui a aussi fondé la revue Rhizome, qui est un bulletin national de santé mentale et de précarité, et qui est actuellement, il n'est pas à la retraite, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est actuellement psychiatre à l'hôpital de jour de la clinique de la Chavannerie à Chaponneau, qui est donc immédiatement à côté de Lyon. Il est membre permanent de l'Association mondiale de psychiatrie sociale et Jean étant très prolifique, il a publié de nombreux articles, des rapports, des ouvrages. Alors, pour en citer 2 ou 3, les cliniques de la précarité à l'auto-exclusion, et le dernier, je crois, en 2021, Pandémie et biopouvoir, la nouvelle précarité contemporaine. Je précise encore qu'il co-dirige depuis 2016 avec François Laplantine, que vous entendrez au cours de l'un de nos entretiens, François Laplantine étant professeur émérite d'anthropologie à Lyon. Il co-dirige donc le séminaire universitaire de recherche sur la pensée métisse dans la mondialisation. Voilà. Je pourrais donner tellement d'autres choses que je crois que je vais quand même m'arrêter là. Nous allons faire humble, mon très cher Jean. Voilà, je te laisse Alain Noël présenter les médiateurs. Donc 2 médiateurs, on va commencer bien entendu par Frédéric Montes, qui est membre de la Grande Loge féminine de France, ce n'est pas un secret, et qui a un parcours professionnel très divers. Elle a fait une licence d'histoire et archéologie, puis ensuite elle a parcouru le Liban en tant que casque bleu dans l'armée de terre, ce qui est un enrichissement très certain. Elle est, comme fil conducteur de sa profession, elle s'intéresse à la gestion, au management et aux relations humaines. Elle a un goût particulier pour la politique, les questions de société, la compréhension du monde. Et ses questions favorites, c'est pourquoi et comment ça marche. Elle est membre de la Grande Loge féminine de France et elle est membre de la commission d'éthique de la Grande Loge féminine de France, qui est une commission très prolifique et très incisive dans ses choix de recherche. Pour le peu que j'en connaisse, mais j'en connais suffisamment pour le dire. Voilà pour Frédéric Montes. Le modérateur membre, qui est un frère qui s'appelle Baudouin de Charneux. Baudouin de Charneux a un parcours un peu différent. Il est philosophe et historien des religions. Il est professeur à l'Université libre de Bruxelles et maître de recherche du FNRS. Il est par ailleurs psychanalyste. Il est membre, j'allais dire accessoirement, mais c'est peut-être pas si accessoire que ça, de l'Académie royale de Belgique et de l'Académie d'Athènes. Il est président d'une association que je vous encourage à découvrir quand vous le pourrez, en allant voir sur Internet, qui s'appelle La Pensée et les Hommes. Enfin, il est président de l'Association des sociétés de philosophie de langue française et de bien d'autres choses. Voilà pour l'essentiel pour nos 2 modérateurs. Je rends la parole à Marie-Thérèse. Qui va la rendre immédiatement à Jean, n'est-ce pas? Donc Jean, tu as la parole. Merci Marie-Thérèse. Eh bien, je suis d'abord très heureux d'avoir été invité par le Collège maçonnique pour ces entretiens d'été. Et lorsque Marie-Thérèse m'a proposé de traiter directement du sujet identité et altérité, j'étais un peu réticent parce que je trouve que c'est un sujet évidemment fondamental sur le plan philosophique, sur le plan individuel et social, mais qui fonctionne bien en période de paix sociale. En période de guerre sociale, comme nous sommes, on ne peut plus trop savoir ce que c'est qu'une identité. Et d'ailleurs, si on regarde dans le monde le nombre de votes populistes, les votes populistes sont des votes justement qui visent à éviter une perte d'identité. Et il faut savoir que quand on commence à avoir peur de perdre son identité, c'est qu'on l'a déjà perdue. Parce que quelqu'un qui a une identité vivante n'a pas peur de la perdre. Donc, on est dans un collectif mondial
pas seulement français, où l'identité ne va plus de soi et l'altérité non plus. Si l'altérité, c'est ce qui nous parle, c'est ce qui est respectable, il n'y a qu'à regarder ce qu'on voit à la télévision après les élections pour voir qu'il n'y a pas d'altérité, il y a des bagarres, des irrespectueuses, etc. C'est pour ça que j'ai proposé état des lieux du rapport de soi au collectif en société précaire, parce que nous sommes en société précaire. C'est peut-être pas la première fois, mais c'est la première fois, en tout cas, que nous sommes de cette manière-là. Et ce que je vais essayer de vous transmettre, c'est que pour habiter dans le monde qui est le nôtre, il faut savoir où nous habitons. Et pour savoir où nous habitons, il faut savoir ce que c'est que la précarité. La précarité qui prédomine actuellement et que j'appellerais la mauvaise précarité. Attendez, est-ce qu'on la mauvaise précarité qu'il faut opposer à la bonne précarité et dire un peu ce que c'est qu'une société précaire. Alors, j'espère que je vais contribuer à comprendre un certain nombre de choses dans le monde où nous habitons, parce que si nous ne les comprenons pas, nous sommes complètement déboussolés et nous avons tendance à moraliser, à dire ça c'est bien, ça c'est mal, c'est pas moral, etc. J'aimerais par exemple aider à comprendre ce que c'est que l'hyper-individualisme actuel, qui n'a rien à voir avec l'autonomie, la société paranoïaque dans laquelle nous habitons, qui est une évidence, tous les gens sont dangereux, le fait qu'il n'y ait pas d'avenir, j'en parlerai avec une perte du grand temps, l'intolérance à l'incertitude qui est vraiment majeure. Ah, comment on peut avoir une pandémie à notre époque? Ah, comment on peut avoir des pauvres en France à notre époque? Ah, comment on peut avoir une guerre en Europe à notre époque? Ah, comment on peut avoir des grêlons qui vont détruire des maisons à notre époque? Une sorte d'intolérance à l'imprévisibilité, à l'incertitude, comme si le monde n'avait pas toujours été d'une imprévisibilité majeure. Et puis, avec une fixation sur la dramaturgie. Et également, j'aimerais essayer de vous faire comprendre les nouveaux rapports au travail. J'espère que vous me voyez. Les nouveaux rapports au travail, la notion de désengagement actuellement qui existe dans le travail, en politique, et également tout ce qui se passe au niveau de l'écologie, non pas que l'écologie ne soit pas un vrai problème actuellement, mais on en parle souvent comme si c'était la fin du monde, comme si c'était une apocalypse au sens profane et ordinaire de ce terme. Et quand on parle de l'écologie actuellement, ça donne pas envie à nos enfants d'avoir des enfants. Et puis, il faut savoir aussi que c'est pas seulement dans les pays riches, ceux dans lesquels nous habitons pour l'essentiel, mais en Afrique, par exemple, en Afrique subsaharienne, il y a un nouveau phénomène qui est les enfants dans les rues. Les enfants dans les rues, c'est pas comme chez nous, il y a des SDF à partir de 16 ans, c'est des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui sont considérés comme des enfants sorciers, qui sont vidés de leur famille par leurs parents, de famille africaine, ou qui quelquefois quittent leur famille pour protéger leurs parents. Alors, je dois vous dire que je ne suis absolument pas pessimiste, mais je pense qu'il faut être lucide pour comprendre le monde et pour pouvoir y vivre d'une manière vivante et pas en survivant. Alors d'abord les mots. La précarité n'est pas la pauvreté. Évidemment, quand on parle de la grande pauvreté, on parle des gens à la rue, des choses comme ça. Mais la pauvreté, c'est avoir peu, et la précarité, c'est autre chose. La pauvreté, c'est avoir peu. La pauvreté, ça n'est pas la misère non plus. Actuellement, il y a une sorte de stigmatisation de la pauvreté. Dans une société de consommation, c'est normal. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur la pauvreté. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'avais des copains qui disaient « mes parents étaient pauvres, mais on a manqué de rien ». Maintenant, on pourrait plus dire d'assumer qu'on est d'une famille pauvre et qu'on a manqué de rien. Alors, la précarité, je vais en parler, je vais la définir. L'exclusion, c'est être fermé dehors. Être fermé dehors, soit par le bas,
c'est les gens de la rue, sont dans une grande exclusion par le bas, par la misère, mais on peut être on peut être en exclusion par le haut. Par exemple, vous avez des cadres supérieurs ou des gens qui ont beaucoup d'argent et qui s'estiment coupés de la commune humanité. L'exclusion, c'est être coupé de la commune humanité. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah mince, vous voyez là, j'espère. Qu'est-ce que c'est que la bonne précarité d'abord? J'ai mis longtemps à le définir, parce que d'abord, j'ai travaillé avec les gens de la rue, les demandeurs d'asile, etc. Et je connaissais plutôt la mauvaise précarité, celle contre laquelle on lutte. Mais j'ai compris que celle contre laquelle on lutte était un dévoiement de la bonne précarité. Qu'est-ce que c'est que la bonne précarité? Le mot précari, le latin précari qui a donné le mot précarité, signifie prier. Donc la pauvreté, c'est pouvoir demander de l'aide, prier son Dieu, si on croit en Dieu, prier son père, sa mère, son mari, sa femme, ses amis, son médecin, son travailleur social, son adjoint au maire, son voisin, quelqu'un qui passe dans la rue, prier quelqu'un de l'aider. Et quand on sait qu'on ne peut pas vivre seul et qu'on a besoin d'être aidé pour vivre, on est dans la bonne précarité si on a une capacité de demander de l'aide en cas de besoin. Mais je vous dirai tout à l'heure qu'à notre époque, la capacité de demander de l'aide en cas de besoin ne va plus de soi. En quelque sorte, vous comprendrez que la bonne précarité, c'est une manière de parler de la solidarité et c'est une manière de parler de la fraternité dans le sens de famille humaine. Nous faisons partie de la famille humaine et nous avons des liens de solidarité et nous ne pouvons pas vivre sans l'aide des autres. Et c'est cette bonne précarité qui donne une unité entre les processus d'identité et les processus d'altérité. Alors, qu'est-ce que c'est que la mauvaise précarité, surtout actuellement? D'abord, elle est liée à la mondialisation. Elle est liée à la mondialisation, donc bien avant la pandémie, il y a de bonnes choses dans la mondialisation, mais il y a aussi des choses absolument terribles, surtout depuis le néolibéralisme, et en particulier, il y a une logique des flux. Nous vivons dans une logique des flux financiers qui sont même coupés, comme on le sait, de la véritable économie, qui sont coupés de la valeur du travail, qui sont coupés de la notion de bel ouvrage, qui sont coupés de l'humain. Nous sommes nous-mêmes pris dans des réseaux, où ça circule dans tous les sens, à partir du quantitatif. Dans les hôpitaux, on parle des flux de dossiers, des flux de malades, des flux d'infirmières, etc. Eh bien, il y a aussi les flux d'Internet. Les flux d'Internet, je n'insisterai pas, ou à part le fait que c'est passionnant d'avoir cet outil d'Internet, il y a aussi toutes les fake news, il y a aussi toutes les insultes anonymes qui font comme si l'humain respectable dans son altérité n'existait pas. Et puis, nous avons connu récemment les flux viraux, les flux de la pandémie. Alors, il faut savoir que lorsqu'il y a eu au maximum de la pandémie, on parlait des flux de morts, puis ensuite, quand il y avait moins de morts, on parlait des flux d'infection. Et à cette époque, surtout en cas de mort importante, on ne parlait plus du CAC 40. C'est-à-dire que le flux viral avait pris la place du flux financier. Puis après, le flux financier est vite revenu, il a pris sa place. Alors effectivement, j'ai écrit un bouquin sur pandémie et biopouvoir, la nouvelle précarité, pour bien comprendre que la manière dont la pandémie a été gérée est une caricature de notre société. En 69, par exemple, lorsqu'il y a eu la grippe de Hong Kong, en décembre 69, il y a eu 25 000 morts dans les hôpitaux. On marchait sur les cadavres dans les hôpitaux. On marchait sur les cadavres. Personne n'en a parlé, François n'en a pas parlé, les politiques n'en ont pas parlé, et les familles n'en ont pas parlé, et même les médecins n'en ont pas parlé. Ça a été révélé après coup. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas dans la même société précaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, quelles sont les caractéristiques de la mauvaise précarité qui donc a permis cette gestion du Covid que nous avons connue, mais qui
qui existe depuis quelques dizaines d'années. D'abord, il y a l'hyper-individualisme. L'hyper-individualisme, contrairement à ce qu'on pense, ça n'est pas la valorisation de la personne, c'est une phobie sociale. Et je vais vous donner un exemple qui est, hélas, magnifique. Je ne sais pas, mais beaucoup d'entre vous ont l'habitude sûrement de voyager dans le TGV, dans l'avion, etc. Il devient de plus en plus difficile, quasi impossible, de discuter avec son voisin dans le TGV. Par exemple, moi, je vais souvent travailler à Paris. Paris, c'est la banlieue, pour moi qui suis lyonnais. Eh bien, pendant longtemps, j'essayais malgré tout de discuter avec mes voisins en face, à côté de moi. J'y arrivais très souvent. Maintenant, je n'y arrive pratiquement plus. C'est un peu comme si mon prochain, celui qui est assis à côté de moi, n'était plus mon prochain. Il y a une disparition du prochain au bénéfice du lointain dans l'iPhone, dans les petites machines d'Internet, etc. Il m'est même arrivé de prendre des photos des gens en face de moi qui ne se sont même pas aperçus que je les prenais en photo. C'est-à-dire que la disparition du prochain, sauf si on est avec ses potes, avec sa femme, son conjoint, son compagnon, sa compagne, etc., bien entendu. Mais sinon, les autres, même pas de sourire quand on arrive ou quand on part, c'est avoir le masque sans le masque. La paranoïa, bon, ben, vous savez très bien qu'on est une société, et il n'y a pas qu'en France, je peux vous dire. J'ai organisé un congrès des 5 continents en 2011 sur les effets de la mondialisation, sur les effets psychosociaux de la mondialisation. Il y a beaucoup de choses identiques avec des variations régionales. On a peur des jeunes, on a peur des étrangers, on a peur des schizophrènes, alors que les schizophrènes tuent moins, je peux le dire parce que je suis psychiatre, les schizophrènes tuent moins que la majorité des Français. On a peur de son voisin, on se ferme, on fait même une fête des voisins pour montrer qu'on en a. Et on a peur, en gros, on a peur des gens. Et puis, je ne vais pas tout citer parce qu'il y aurait des choses un peu polémiques dans lesquelles je ne veux pas rentrer. Donc, évidemment, dans la paranoïa, il n'y a pas d'altérité. Il y a un autre dangereux, et moi-même, je suis en position de défense. Quelquefois, ça va même plus loin que la paranoïa, mais j'en parlerai s'il y a des questions. Il y a une perte aussi du grand temps. On n'est pas dans le grand temps où on dit, ben, quoi qu'il arrive, je me débrouillerai. Dans la bonne précarité, on pense à l'intérieur de soi, même si on se déprime, on a le droit d'aller mal, hein, on a le droit de souffrir quand on est dans la bonne précarité. Mais on sait qu'on va aider, qu'on va être aidé, qu'on peut compter sur les autres, nos amis, les médecins, etc. Eh bien, il y a une perte du grand temps avec un temps de l'urgence, qui évidemment a été magnifié avec le Covid, mais on est toujours dans le temps de l'urgence. Même quand on arrive chez nous, on a toujours quelque chose à faire. On est dans un temps traumatique, il y a toujours quelque chose qui peut nous arriver. Et on est dans un temps mélancolique, l'avenir est foutu. Il n'y a plus d'avenir. C'est ce qu'on dit avec l'écologie maintenant. La planète est foutue. Il n'y a plus d'avenir. Et alors, dans cette situation, ce rapport paranoïa, temporalité courte, où il y a une attaque aussi du transgénérationnel, eh bien, les hyper-individualistes que nous sommes tous plus ou moins, vont penser plus ou moins, excusez-moi d'être vulgaire, chacun sa merde. D'ailleurs, c'est tout à fait le contraire de la bonne précarité. Il reste évidemment des gens solidaires, fraternels et aidants. Et on voit aussi que cette modification psycho-anthropologique est conjoncturelle et que quand il y a des problèmes comme les problèmes climatiques, j'ai vu à la télévision les problèmes avec les grêlons gros comme des balles de ping-pong ou plus, il y avait des nouvelles solidarités qui se mettaient en jeu, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui est cérébral, qui est génétique, mais c'est quelque chose qui est fonctionnel. Fonctionnellement, nous fonctionnons comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a aussi un hédonisme de désenchantement. L'hédonisme de désenchantement, c'est, puisque je n'ai plus confiance dans les valeurs sociales, je vais prendre mon pied avant de tout perdre ou avant de mourir. Et le rapport à la consommation est un hédonisme de désenchantement, mais j'en parlerai tout à l'heure en terminant. Et puis, il y a une perte de la capacité de négocier, une perte terrible de la capacité de négocier. Alors, qu'est-ce que c'est avec tout ça qu'une société précaire? Une société précaire, dans le mauvais sens du terme, c'est une société qui a l'obsession de perdre d'abord les objets sociaux. Avant, c'était perdre son travail, perdre son logement. Il y a 20 ans, 60% des Français
avaient peur de perdre leur logement. Vous vous rendez compte? Un des pays les plus riches du monde, 60% des Français avaient peur de perdre son logement. Donc, peur de perdre son travail, peur de perdre son logement, peur de perdre son argent. Alors ça, oui, peur de perdre son statut, peur de perdre sa famille. Et il s'est ajouté, en tout cas, je me suis aperçu à l'occasion de la pandémie, que s'était ajouté la peur de perdre son corps. C'est que pendant la pandémie, les gens n'avaient pas peur de mourir, ils avaient peur de crever, c'est-à-dire tout bêtement de perdre leur corps biologique, pas leur corps psychique, pas leur corps politique, pas leur corps émotionnel. Et c'est pour ça que ça ne posait aucun problème à un moment donné d'enterrer des vieilles personnes décédées dans les EHPAD, théoriquement de Covid, sans obsèques, sans respect. C'était simplement des corps contaminés. Vous voyez, ça va très très loin. On dit actuellement qu'on a peur de mourir, c'est pas vrai. On a peur de crever, c'est pas pareil. On a peur de perdre son corps biologique. Et d'où la perte des rituels concomitants, etc. Alors, au maximum on a ce que j'ai décrit en 99, je l'ai d'abord décrit en travaillant avec les gens de la rue. Mais ensuite, je me suis aperçu qu'on pouvait être un banquier à New York, un trader ou un cadre supérieur et avoir la même pathologie que les SDF. Pourquoi? Parce que ce qui se passe à la marge de la société nous renseigne sur ce qui se passe au centre de notre société. Alors, j'ai décrit un syndrome d'auto-exclusion. Le syndrome d'auto-exclusion, c'est quelqu'un qui est complètement désespéré, complètement découragé par la souffrance psychique d'origine sociale en rapport avec l'exclusion et qui décide qu'il ne souffrira plus à cause des autres. Donc, pour ne plus souffrir à cause des autres, il faut se couper des autres. Pour se couper des autres, il faut se couper de soi, puisqu'on sent les autres dans notre corps émotionnel. Alors, le syndrome d'auto-exclusion, qui est un syndrome très fréquent à notre époque, tous les gens de la rue l'ont, mais beaucoup de gens par-ci, par-là l'ont également. Il y a d'abord un ternaire de déshabitation de soi-même. Il y a une anesthésie, une auto-anesthésie du corps. Je ne pouvais pas, je croyais au départ que seuls certains malades avaient la capacité de ne plus sentir leur corps, puis je me suis aperçu que les gens de la rue ne sentaient pas leur corps, puis je me suis aperçu que des gens autour de moi ne sentaient plus leur corps quand ils étaient hyper stressés, quand ils étaient auto-exclus. Donc il y a une perte de la capacité de ressentir son corps, qui est en fait un refus d'avoir des émotions, puisque si on se coupe de son corps, on se coupe de ses émotions, donc on n'a plus de peur, on n'a plus de déception, on n'a plus de désillusion, on peut avoir des colères à certains moments, mais on n'a plus de vrais éléments d'amour, etc. On perd tout, on n'a plus de désespoir et on n'a plus d'angoisse. Regardez un homme de la rue qui fait la manche dans la rue, il vous tend sa main en souriant. S'il est auto-exclu, il n'a plus d'angoisse. Il n'a plus d'angoisse. Et beaucoup d'entre nous qui sommes dans l'hédonisme de désenchantement, prendre son pied avant que ça soit foutu, eh bien, également ne sentent plus leur corps. Et puis, il y a une rupture active des liens. Alors, je dois vous dire que la rupture active des liens est un problème. Alors, il n'y a pas un seul homme de la rue, une seule femme de la rue qui n'est pas rompue avec ses enfants ou son conjoint. Je dis bien pas un seul. Mais je m'aperçois maintenant, effectivement, comme Marie-Thérèse l'a dit, bien que j'ai pris ma retraite statutaire des hôpitaux publics en 2011, je continue de travailler et je m'aperçois que le symptôme le plus fréquent avec les gens que je rencontre actuellement, c'est une rupture avec leurs enfants, avec leurs parents, avec leurs conjoints, mais une rupture qui n'existait pas à ce point autrefois. Et c'est une rupture active. On croit que les gens sont isolés et en fait, ce sont des gens qui se coupent. Et parmi les gens très riches, si vous regardez, il y a autant de gens qui ont rompu avec leur famille dans les gens très riches que de gens de la rue qui ont rompu avec leur famille. Et puis, il y a un monde à l'envers. Il y a un monde paradoxal. Je vais dire qu'une seule chose, parce que je sais qu'il faut qu'on discute tout à l'heure. Je disais tout à l'heure que la bonne précarité, c'était la capacité de demander de l'aide. Eh bien, là, quand on est dans l'auto-exclusion, pour ne pas sentir le manque, pour ne pas sentir qu'on est en manque de quelque chose, on perd
plus on va mal sur le plan social, sur le plan biologique et sur le plan moral, moins on demande de l'aide. Et quelquefois, quand on vous demande, écoutez, est-ce que vous voulez que je vous aide? On dit non, merci docteur, ça va, vous allez bien et vous? Je me souviens un jour, j'étais allé voir, non, je ne veux pas vous donner d'exemple, si je vais vous donner cet exemple, j'étais allé voir un homme qui n'était pas sorti, qui était d'une famille riche, mais qui vivait dans un foyer social, qui n'était pas sorti depuis 9 ans et qui était sur le point d'être viré parce qu'il payait plus son loyer. On a été le voir, il allait mal sur le plan physiologique, sur le plan psychique, et il allait être exclu de ce foyer social qui était son dernier repère. Et à la fin, je lui ai dit, écoutez, monsieur, est-ce que vous êtes d'accord qu'on vienne vous voir? Qu'on revienne vous voir? J'étais allé le voir qu'une infirmière. Il m'a dit, non, moi, je ne veux pas que vous veniez me voir. Mais vous, docteur, est-ce que vous voulez venir me voir? Et ça, j'ai compris quelque chose, grâce à lui et à beaucoup d'autres. Les gens qui ne peuvent pas dire, aidez-moi, je vous en prie, ça ne va pas. C'est à nous de leur dire, écoutez, monsieur, madame, je ne peux pas vous laisser comme ça. Il faut que je vous aide. Je vous proposerai. Et même très souvent, ils récusent, ils disent non merci. Eh bien, il faut insister. Et ça prendra peut-être du temps. Mais il faut sortir de l'idéologie de l'autonomie. Si vous dites aux gens qui ne demandent pas, ils viendront me voir quand ils voudront, c'est comme si vous dites à un cancéreux, je le soignerai quand il sera guéri. C'est justement quelque chose de pathologique de ne pas demander de l'aide quand on en a terriblement besoin. Terriblement besoin. Donc, quand on en a terriblement besoin, c'est aux gens de proposer de l'aide et c'est aux tiers de dire, écoutez, docteur ou monsieur l'adjoint au maire, aidez mon ami, aidez mon père, aidez mon fils, parce qu'il va très très mal. La demande doit être portée par un tiers ou doit être portée par la personne. Bon, je ne vais pas trop... Alors, tout ça, c'est une sorte de congélation du moi. Le moi est congelé pour ne pas souffrir. C'est un mécanisme de survie, c'est un mécanisme de défense. Alors, vous comprenez qu'est-ce que c'est que l'altérité, qu'est-ce que c'est que l'identité quand on est dans la mauvaise précarité ou quand on est dans le syndrome d'auto-exclusion, ça n'existe plus. Et quelquefois, il y a une décongélation brutale qui donne une rupture active du lien qui est réactivée, qui donne un retour à l'errance. Si on est pauvre, on va dans l'errance de la rue. Si on est riche, on va dans l'errance mondialisée. Et puis, ça donne des violences. Beaucoup de violences sont des décongélations de soi-même. Alors, je vais essayer de revenir maintenant. Comment comprendre la société dans laquelle on vit avec tout ce que je vous ai dit? Eh bien, prenons la question du travail. Quand j'étais dans les hôpitaux publics, je voyais à peu près 2 burn-out par an. Maintenant, j'en vois à peu près 2 par semaine. Et on se demande, donc la souffrance au travail, maintenant, fait partie du dispositif des lieux de travail. Et même en Chine, évidemment, il faut avoir des témoignages précis qui ne sortent pas par les médias ordinaires, mais j'ai des témoignages très précis qui montrent que dans la plupart des pays du monde, y compris dans les pays où on ne pourrait pas l'imaginer, il y a des choses absolument terribles qui se passent au niveau des travailleurs. Donc, il y a une souffrance au travail qui peut casser, c'est le burn-out, qui ne casse pas si on est dans la bonne précarité et qu'on demande de l'aide. Et pourquoi, dans ces contextes, on dit les jeunes ne veulent plus travailler, les jeunes sont feignants? Mais pas du tout. Les jeunes ne sont pas feignants. C'est une moralisation. Les jeunes veulent se protéger de la souffrance au travail. Et actuellement, on peut remarquer, c'est vrai avec les jeunes infirmiers, avec les jeunes médecins, avec les jeunes vétérinaires, avec même les aviateurs, avec un peu tout le monde, avec les gens dans l'hôtellerie et la restauration. C'est vrai que les gens préfèrent avoir souvent des CDI, des CDD à des CDI, ce qui était inconcevable autrefois. Ils ne veulent pas s'engager, ou ils préfèrent avoir 2 CDI de mi-temps pour ne pas s'engager, pour travailler, gagner sa vie et faire ses petits voyages, s'occuper de sa famille, de ses potes et de son plaisir. Et ça, c'est un mécanisme de survie dans la mesure où pendant longtemps, avec le néolibéralisme, on savait que les travailleurs étaient la variable d'ajustement du travail et que la notion de bel ouvrage ne compte plus au travail. Ce qui compte,
même dans des lieux où on ne pourrait pas imaginer. Ce qui compte, c'est la quantité financière. On a parlé du scandale Orpea, mais le scandale Orpea est une variante de choses assez classiques qui se passent un peu partout. Et donc, on peut comprendre que pendant ces dernières décades, ce sont les entreprises qui avaient en quelque sorte le beau rôle. Évidemment, il y avait des entreprises qui gardaient tout de même, qui sont personnes dépendantes, qui gardaient une relation avec leur personnel, etc., qui gardaient une relation de camaraderie et d'entraide, évidemment. Mais enfin, globalement, la souffrance au travail, c'est d'une banalité actuellement, vraiment. Donc, pour se défendre contre la souffrance au travail, plus d'engagement, hyper-individualisme, et c'est la réponse du berger à la bergère. Maintenant, il faut que ce soit les employeurs qui se mettent à genoux pour avoir des infirmiers, des gens qui travaillent dans la restauration, des cuisiniers, etc. Alors, qu'est-ce que l'antidote? L'antidote, Michel Maffezoli a parlé du néotribalisme. C'est une manière, alors, bon, on n'a plus confiance dans le politique, on n'a plus confiance dans les institutions, on n'a plus confiance dans les gens. C'est une perte de confiance. Parce que donc, j'ai oublié de vous dire que la perte de la mauvaise précarité, c'est la perte de confiance en soi, en autrui et dans le grand temps. Je vous ai dit les effets, mais c'est une perte de confiance généralisée. Et bien, on peut avoir confiance, comme les Gilets jaunes, par exemple, dans une sorte de tribalisme où on se réunit par similarité, et là, on a confiance. Ou alors, en pouvant tenir malgré tout la bonne précarité, et en acceptant de souffrir avec d'autres. Et là, si on accepte de souffrir avec d'autres, on peut avoir un rapport identité, altérité, respect. Il y a quelque chose sur lequel il faut beaucoup travailler actuellement si on veut survivre, c'est ce que j'appelle le QI. Le QI, c'est pas le coefficient d'intelligence, c'est le coefficient d'incertitude. C'est comme si actuellement, la majorité d'entre nous avait une intolérance à l'incertitude. Eh bien, il faut apprendre la tolérance à l'imprévisibilité, qui est le lot commun de toute relation humaine, du cosmos, de la relation du cosmos avec nous, etc., et de beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont complètement imprévisibles et on a un rapport à l'inconnu, y compris le climat. Eh bien, il faut absolument réapprivoiser la question de l'incertitude, de l'inconnu, de la surprise, dans le cadre d'une bonne précarité où on a besoin des autres, on accepte de souffrir avec les autres. Et puis, je vais vous dire une chose, le grand temps, pour moi, c'est le rapport à la spiritualité. Alors, la spiritualité, on peut en parler par rapport aux religions, on peut en parler par rapport au bouddhisme, on peut en parler par rapport à une conception laïque. Le grand temps, pour moi, c'est quelque chose… je vais vous donner des exemples du grand temps. Vous discutez avec quelqu'un, c'est tellement passionnant que vous ne voyez plus le temps passer. Vous sortez de l'horloge et vous regardez, oh là là, mon Dieu, mais c'est l'heure, d'ailleurs bientôt, il faudra que je m'arrête bientôt, c'est l'heure. On était dans le grand temps et on n'avait plus vu le temps de l'horloge. Ça peut se passer quand on lit quelque chose, ça peut se passer… Évidemment, les mystiques sont dans le grand temps, mais on peut avoir une mystique de la vie quotidienne où en lisant un livre absolument passionnant, où des tas de liens se font, on rentre dans un grand temps où tout est en lien, comme une vague est en lien avec toute la mer, et on est en paix. On sent une paix et on n'a pas peur de crever, en tout cas. On n'a pas peur de crever, on va peut-être être prudent, mais on n'a pas peur de crever, on n'a pas peur de perdre. Et on aura peut-être une souffrance. On va garder une souffrance d'amour, parce que l'amour et la rencontre, ça peut faire souffrir, mais c'est bien d'avoir une souffrance d'amour, une souffrance d'être dérangé par l'autre, une souffrance d'être dérangé par l'intolérable et l'insupportable. Et le grand temps n'est pas le temps cyclique. Le temps cyclique, c'est la répétition du même. Le grand temps, c'est vraiment le temps des vivants, des morts et des pas encore nés. C'est quelque chose que j'ai décrit en voyant comment on pouvait faire le deuil des gens de la rue quand on soignait les gens de la rue. Je ne veux pas vous donner l'exemple maintenant, mais c'est quelque chose que j'ai décrit
dans la vie quotidienne avec les gens de la rue, lorsqu'on perd un homme de la rue, comment on peut l'enterrer dans le grand temps, dans la communauté des vivants, des morts et des pas encore nés, où on accepte de perdre le corps de ceux qui sont morts, mais on garde intégralement tout ce qu'on a vécu dans ce grand temps. Et d'ailleurs, je vous rappelle que du point de vue biblique, le Dieu biblique est décrit comme celui qui était, qui est et qui sera. Donc le grand temps, d'un certain point de vue, est un temps divin qu'on peut envisager d'un point de vue religieux ou d'un point de vue laïque. Et ce que je vais vous dire en terminant, après le plus important, ce sera que vous puissiez me poser des questions, c'est que ce grand temps est en fait une expérience commune qui nous met dans un grand temps commun où nous pouvons vivre réellement une identité toujours mouvante et toujours métisse et une altérité qui est de l'ordre du respect. Parce que dans le grand temps, on vit le respect. Et je dirais même, d'ailleurs, je terminerai parce que je suis stupéfait de ce que je vois à la télévision maintenant, les ennemis, que ce soit les ennemis politiques ou d'autres, il faut combattre ces ennemis et il faut respecter ces ennemis. Respecter ces ennemis, ça permet de protéger l'avenir. Par contre, les combattre, c'est tout à fait normal. Donc voilà ce que je termine sur cette histoire de grand temps qui est quelque chose de différent du psychique, mais qui va vitaliser le psychique et vitaliser le temps de l'horloge, le temps chronologique, et lui donner, nous faire rentrer en vivant dans le temps de l'horloge et aussi de la mort, de la mortalité, du manque, va nous faire entrer dans le temps des vivants, des morts et des pas encore nés. Voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse avoir du temps pour discuter et je vous remercie de votre attention. Merci Jean de cet exposé. Je vais peut-être donner la parole à Baudouin. Oui, ben, tout d'abord, je veux remercier vivement Jean pour ce très bel exposé qui, outre les connaissances professionnelles qu'il a mobilisées, met aussi très bien en évidence les valeurs autour de l'humanité, qui, il faut bien dire, sont souvent mises à mal. Je voudrais poser une question peut-être un peu polémique d'entrée de jeu. Moi, je suis quand même un historien et un philosophe au départ, souvent dit d'antan, avant. Certes, les pathologies étaient certainement différentes du point de vue d'un psychiatre. Je pense qu'en effet, on ne trouve plus aujourd'hui les syndromes des femmes hystériques de l'époque de Freud, et on peut remonter dans le temps des possédés comme Aloudin, que sais-je encore. Mais je ne vois pas bien, moi, dans l'histoire, une époque qui fut une époque où les choses étaient davantage équilibrées. Et la déshumanisation de l'autre, ça me semble quelque chose d'absolument constant. J'ai eu l'occasion de travailler un peu là-dessus. Le bon vieux temps, je suis très perplexe. L'intergénérationnel encore plus, parce que certes, c'est mis en évidence par ceux qui vendent des pots de confiture, mais un enfant du début du XXe siècle ne pouvait statistiquement connaître qu'un seul de ses 4 grands-parents. Les 3 autres étaient déjà morts. Donc il y a quelque chose là, me semble-t-il, où nous avons tendance à nous retourner vers le passé comme si c'était une époque où il y avait davantage d'équilibre. Il y avait certainement des choses plus équilibrées qu'aujourd'hui. Mais je n'ai pas l'impression qu'on a perdu tellement du point de vue qualitatif, ou pour le dire autrement, j'ai plutôt l'impression que ça a toujours été extrêmement médiocre. Donc, notre humanité, me semble-t-il, reste à reconquérir à chaque génération. Alors, je me tourne vers Jean pour voir un peu son sentiment. Oui. Mais je n'ai jamais pensé qu'avant, il n'y a pas une époque où j'aurais aimé vivre plus que maintenant, personnellement. J'aime beaucoup l'histoire même du temps de Socrate, Platon disait beaucoup de mal de son époque. Donc, le problème, ça n'est pas de retrouver un paradis perdu, c'est de voir comment, à notre époque, où la technique et en particulier, oui, les techniques agricoles et tout, ont donné dans le monde une diminution assez fondamentale de la pauvreté. Il y a beaucoup moins de misère qu'avant. Il y a de la pauvreté, mais il y a beaucoup moins de misère qu'avant.
disons que théoriquement, on aurait tout pour être heureux, théoriquement, et qu'en fait, malgré une abondance de biens et effectivement une augmentation de la mortalité, une diminution de la mortalité des bébés et des parents, sous Louis XIV, à 50 ans, on était un vieux déjà, etc. Donc, je ne dis pas que c'était mieux avant. Je dis que actuellement, avec la société de consommation dans laquelle on est, il y a une mauvaise précarité tout à fait surprenante et qui n'est pas très connue justement parce que on veut lutter contre la pauvreté, il y a des luttes contre la pauvreté, le taux de pauvreté, etc. Personne ne parle, si on parle de la perte de confiance, mais et je ne dis pas par exemple qu'avant l'esclavage était bien, mais je dirais maintenant, par exemple, et que ce qui a été vécu dans les camps de concentration, j'ai énormément travaillé sur les camps de concentration, ce qui a été vécu dans les camps de concentration d'une manière avec, je dirais, une violence sadique et, je ne trouve pas le mot, mais une violence aiguë, une violence brutale. Nous vivons dans une société où la violence est sournoise. Et on vit dans une société où nous ne voyons pas tellement la violence. Et Sergio Agamben, en reprenant Foucault, a montré comment les sociétés néo-capitalistes étaient des sociétés qui avaient d'énormes ressemblances avec les camps de concentration, sauf que la violence était atténuée, plate, et qu'elle ne se voyait pas. On voit la violence chez les autres, on ne voit pas la violence chez nous. Et c'est ça qui est très très surprenant. Et je vois par exemple le livre d'une philosophe belge dont j'ai oublié le nom, La sorcellerie capitaliste. Isabelle Stengler. Isabelle Stenger. Isabelle Stenger et Pingard. Elle décrit le système capitaliste comme un système sorcier sans sorcier. Il n'y a pas de sorcier qui veut aller prendre l'âme des gens, mais tout se passe comme si petit à petit, nous perdions notre âme sans nous en apercevoir. Et nous devenions les petites mains d'un système qui nous oblige à être dans la mauvaise précarité, alors que nous avons tout sur le plan de la connaissance philosophique, de la connaissance littéraire, de la connaissance historique, normalement, pour vivre en bonne fraternité, en bonne précarité. Donc, le problème, c'est pas comment les gens vivaient mal avant. Le problème, c'est comment nous vivons mal maintenant. Comment des gens qui gagnent 5 000 euros à leur travail ou 1 500 euros peuvent faire un burn-out, c'est-à-dire un effondrement massif. Qu'est-ce que c'est que ce BINS? Moi, quand j'ai commencé ma psychiatrie, j'étais stupéfait quand j'ai appris la souffrance au travail et quand j'ai travaillé avec des banquiers à New York. Et les banquiers à New York, ils sont riches normalement. Eh ben, il y avait 20% parmi eux. J'ai eu l'occasion de les rencontrer, je dirais, pour des raisons particulières, dû au fait que mon fils était dans la finance. Eh ben, il y avait des gens qui pouvaient aller en hélicoptère travailler et qui avaient la même pathologie que les gens de la rue. C'est ça qui est stupéfiant. Alors, je ne sais pas si Louis XIV et les seigneurs avaient la même pathologie que les serfs et que les esclaves, mais je sais qu'à notre époque, on se fixe beaucoup sur la pathologie des très pauvres, des exclus, des étrangers exclus du droit d'asile, etc., des jeunes des banlieues, etc. Et on ne s'aperçoit pas que c'est un des paradigmes visibles de ce qui se passe dans le centre de notre société. Moi, ce que je décris, c'est dans le centre de notre société. C'est ça qui est stupéfiant. Même des gens qui ont tout pour être heureux, ils correspondent à cette triple perte de la confiance en soi, de la confiance en autrui, de la confiance dans l'avenir. Et c'est pour ça que je m'en suis pas remis de ça. Ça aurait été limité aux miséreux
ben j'aurais compris. Simplement, j'ai appris avec les miséreux ce qui est partout. C'était pas mieux avant, puis je m'en fiche avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va vivre maintenant et comment on ne va pas tous crever d'une perte du lien social qui est beaucoup plus grave que le Covid ou la perte du pouvoir d'achat. Ok, merci. J'interviens 30 secondes pour saluer Baudouin qui a un impératif et qui est obligé de nous quitter. Merci Baudouin. À bientôt. Un impératif plutôt agréable quand même. Je ne vais pas. Merci. Une question très importante. Nous prenons le relais avec Alain Noël. Il n'y a pas de souci. On va se recontacter. À tout bientôt. Bientôt. Merci Baudouin. Donc Frédéric a sans doute des choses à dire. J'ai vu qu'il y avait des questions aussi. Oui, il y a déjà quelques questions. Il y a une question en lien avec la société de surveillance et la perte de confiance due à cette surveillance toujours soi-disant pour le bien commun. Mais du coup, l'individu se sent plus surveillé, moins de liberté individuelle et peut-être se renferme-t-il sur lui-même. Alors, c'est peut-être pas pour rien que dans le train, les gens ne disent plus bonjour et justement ne communiquent plus avec leurs proches. C'est peut-être qu'ils sentent qu'il y a un danger, de communiquer. Il est possible que ce soit l'hyper-transparence, le besoin de transparence actuel, le fait que moi j'étais contre au départ lorsqu'on a installé à Vaux-en-Velin des caméras de surveillance, parce que les caméras de surveillance, on les a installées vers les mairies, vers les écoles, vers les lieux publics. Du coup, les mauvais coups se sont faits un peu plus loin lorsqu'il n'y avait pas de caméras. Ça n'a pas aidé. Et moi, je suis extrêmement, effectivement, je pense que on ne peut pas avoir une identité si on est transparent. Et l'hyper-individualité, c'est une manière de survie pour au moins prendre son pied. Je vous donne un exemple de ce que c'est que prendre son pied. J'avais un infirmier dans mon service que j'avais connu comme élève, puis il était devenu infirmier titulaire, puis il était devenu cadre, puis il était devenu cadre supérieur. À un moment donné, il a voulu changer de service. Il avait raison, il ne faut pas faire tout son service toute sa carrière dans le même service. Il est allé dans un service où il s'entendait mal avec son patron. Il était déprimé. Il est resté déprimé des mois. Un jour, je le vois à la cantine de l'hôpital, tout souriant. Je dis à monsieur Untel, vous allez bien? Il dit oui. J'ai décidé de me fiche de mon travail. Je m'occupe de mes enfants et de mes vacances. Donc, si vous voulez, dans ce monde uniquement quantitatif, uniquement justement avec des flux, parce que il y a les flux financiers, mais il y a les flux d'Internet, il y a les flux de nos cartes bleues, il y a tout ce qu'on fait qui est connu. Heureusement qu'on n'est pas dans une société complètement fasciste. Je pense à ce qui se passerait si on était dans une société fasciste, où on saurait exactement à quel groupe on appartient, à quelle réunion on va, qu'est-ce qu'on a dépensé, qui on a été voir, etc. C'est vrai que la transparence absolue qui règne à notre époque n'est pas bonne à la santé, surtout ce qui est bon, c'est la transparence quand on est dans l'intimité. J'ai confiance en toi, je vais te dire qui je suis. Tu as confiance en moi, tu peux me dire qui tu es. Quand c'est dans un engagement réciproque, dans un lien social, effectivement, la transparence n'est pas dangereuse. Mais quand la surveillance est simplement une manière de plus exister, de plus habiter, on n'a pas besoin du mirador DSS, on a des miradors invisibles qui nous pistent partout où on est. Même ce qu'on dit ce soir, n'importe qui veut le savoir. Bon, on dit rien de mal, mais je veux dire, ce qu'on dit ce soir peut être connu de n'importe qui veut le savoir. Et oui, ça fait partie de ce monde des flux. Nous sommes dans un monde des flux.
Donc, comment dans la le monde… défiance et la paranoïa. Donc, ça renforce la défiance et la paranoïa. Oui, ça renforce la défiance, la paranoïa, et ça renforce même la schizophrénie. Je vais vous donner un exemple de schizophrénie, parce qu'on croit qu'il n'y a que les schizophrènes qui sont schizophrènes. Pour moi, la schizophrénie existe. Dans d'autres cultures, on l'appellera pas schizophrénie, mais en tout cas, le phénomène clinique schizophrénie, pour moi, c'est aussi solide que ce mur. Mais, même si on peut l'appeler autrement, mais après la pandémie, j'ai vu des phénomènes schizophréniques tout à fait typiques. Quand j'ai repris l'analyse de la pratique avec une équipe qui s'occupe des gens de la rue, parce que je continue avec les gens de la rue actuellement, en France, à l'étranger, en Afrique, etc. Il y a un travailleur social très intelligent que j'estime beaucoup. Il faisait partie d'une équipe qui avait été complètement tétanisée par la gestion de la pandémie, complètement tétanisée par la peur d'attraper le virus, mais vraiment tétanisée à mort, la peur de crever. Et il me dit, mais enfin, monsieur Furtos, vous savez bien que le virus va à la vitesse de la lumière. Ah bon, je croyais que le virus allait à la vitesse des crachats et à la vitesse du vent. Que le virus aille à 300 000 km/s, c'est un fantasme schizophrénique. Un schizophrène dans la rue, il pense que quelqu'un qui est à 200 mètres, il lit ses pensées. Et lui, s'il pense du mal de cette personne qui est à 200 mètres, il pense qu'il peut lui faire du mal et il a peur de lui faire du mal. C'est-à-dire que pour la schizophrénie, dans certains cas qu'on appelle syndrome d'influence, eh bien, il n'y a plus la frontière corporelle. Tout va dans tous les sens. Mais ça, c'est vraiment de la pathologie. Et puis, on a vu que dans la manière dont on a géré la pandémie, c'était pas seulement de la paranoïa, c'était paranoïde. C'est-à-dire, c'était pas thématisé, celui-ci me veut du mal. C'était une dangerosité diffuse. Que ce type intelligent ait pu dire que le virus est à la vitesse de la lumière, vous imaginez la peur que ça a pu donner à tous ceux qui avaient, c'est pas un fantasme, c'est ce vécu schizophrénique. La vitesse de la lumière, on peut même pas s'en défendre. Alors, il y a une question, je vois, par rapport à la précarité des gens de la rue. Quelqu'un écrit « La précarité des gens de la rue est dramatique, mais je suis extrêmement choquée par la précarité des personnes du grand âge qui vivent dans une grande solitude et souvent sans beaucoup d'aide, quoi qu'on en dise. Cette détresse, comment peut-on aussi la soulager ?» Il n'y a qu'une manière de la soulager, c'est dans l'engagement avec les personnes. C'est-à-dire, Freud a très bien décrit, trois types de souffrance. La souffrance due à notre mortalité, qui nous fait souffrir même si on n'a pas peur de crever. La souffrance due devant la force incommensurablement plus forte que la nôtre de la nature, indépendamment de la grêle, hein, la force de la nature qui est plus forte que nous, et ce qu'il appelait la souffrance d'origine sociale. La souffrance d'origine sociale, c'est que quelqu'un ne se préoccupe pas de moi et que je puisse pas dans la réciprocité me préoccuper de lui, dans la réciprocité. Ce qui nous aide à vivre, qu'on soit à la rue, qu'on ait 90 ans, qu'on soit seul chez nous dans une EHPAD avec de la famille ou sans famille, ou qu'on soit au travail, c'est simplement les relations de vérité qu'on a avec des gens qui s'engagent vis-à-vis de nous. Les EHPAD où le personnel s'est engagé vis-à-vis de leurs vieilles personnes, comme il y a une EHPAD, par exemple, où le personnel a vécu avec les vieilles personnes pendant plusieurs mois. Ben, vous pouvez être sûr que ces personnes n'ont pas fait de pathologie ni de syndrome de glissement. Ce qui nous aide à vivre, c'est la bonne précarité, quel que soit notre âge. C'est simplement que quelqu'un se préoccupe de nous et qu'on puisse lui dire merci et qu'on puisse se préoccuper de lui. Figurez-vous que, parce que les vieilles personnes ne sont… Alors oui, les vieilles personnes, on en parle beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui sont vieux avant l'âge de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'ils sont complètement abandonnés. Mais évidemment, moi je sais que j'ai eu la chance d'accompagner mes vieux parents jusqu'à leur mort. C'est évidemment et mes frères aussi, c'est évidemment une bénédiction pour nous et pour eux
d'accompagner nos aïeux, et puis, s'ils n'ont pas de famille, que d'autres fassent fonction de famille humaine. Il n'y a pas d'autre secret que l'engagement dans la relation et d'être intéressé. C'est l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est j'aime la vie de l'autre. J'aime la vie de cette vieille personne qui est dans cette EHPAD. Je vais la voir régulièrement. Je vais la voir vraiment régulièrement. Et je m'engage vis-à-vis d'elle. Et il y a du personnel dans les EHPAD qui s'engage aussi, il ne faut pas croire. Il y a du personnel qui s'engage dans les EHPAD. Mais effectivement, hein? Non, mais il y a tout un tas de questions. Il y a vraiment Oui. beaucoup de questions. Enfin, je ne sais pas si Frédéric, tu peux reprendre. Oui, je vais essayer de reformuler. Il y a plusieurs questions qui tournent autour de l'augmentation des inégalités, des structures de domination, des fractures sociales qui peut-être accentuent effectivement cet isolement et cette défiance. Mais absolument. Si vous voulez, quand j'ai dit qu'on avait tout pour être heureux tout à l'heure et que à part certaines périodes particulières comme la pandémie, la pauvreté avait diminué partout dans le monde. Partout dans le monde, la pauvreté a diminué, mais partout dans le monde, les inégalités ont augmenté. Alors que la promesse du capitalisme, c'était il y aura des riches, mais on partagera le gâteau. Et en fait, surtout avec alors du temps à la limite du paternalisme et du patronat, y compris le patronat chrétien. À Lyon, il y a eu beaucoup de patronat chrétien qui a fait des choses assez intéressantes sur le plan social, qui étaient peut-être paternalistes, mais intéressantes. Mais quand on s'aperçoit que la seule chose qui intéresse les actionnaires et les grands possédants, c'est les flux d'argent qui se fichent complètement de la commune humanité et que non seulement ils s'en fichent, mais que c'est pas qu'on devient plus pauvre, c'est que les inégalités augmentent. On sait que la première éthique de l'enfant, c'est de dire c'est pas juste. La première morale de l'enfant, c'est de dire c'est pas juste, papa, c'est pas juste, maman. Et ça reste toute notre vie en nous, sauf si on devient auto-exclu, quelque chose, c'est pas juste. Donc si c'est pas juste, eh ben on va prendre son pied, on va s'occuper de ses enfants et de ses vacances, et on se fiche des autres, et on veut plus travailler dans les hôpitaux, même s'il y a des malades, on veut plus travailler dans les restaurants. Même, et même, j'interviens dans une école de vétérinaires, même les vétérinaires ne veulent plus travailler maintenant, ils mettent beaucoup de temps pour s'installer, parce que l'inégalité est pire que la pauvreté. L'inégalité, c'est une promesse non tenue. Donc, pour moi, c'est ça qui peut détruire notre civilisation. Vous voyez, les attentats terroristes tuent un certain nombre d'entre nous, mais ils ne tuent pas notre culture. Tout ce qui attaque la valeur travail et la valeur lien social attaque notre culture. Mais l'attaque au point de pouvoir la détruire. Si ça continue comme ça continue maintenant, ce que personnellement je n'espère pas, moi je pense qu'il faut toujours être résistant. Il y avait des résistants dans les camps de concentration officiels, il peut y avoir des résistants dans la brutalité invisible et pourtant très vivace que nous vivons actuellement. Hein. Il faut résister, il faut faire des alliances, il faut se battre. J'ai donné une définition de la santé mentale en 1993 que je vais vous donner. Une santé mentale suffisamment bonne. Je dis suffisamment bonne parce que on n'est jamais en bonne santé mentale. Heureusement. Vous savez, l'OMS avait dit la santé, c'est un bien-être global biopsychosocial. Mais c'était en 1946, après la guerre. Donc l'OMS a donné une définition de la santé qui est un paradis sur Terre. Qui est-ce qui peut être en bien-être complet dans son corps, dans son être moral et dans son être social? Ça ne vient que exceptionnellement. Je dirais Dieu merci. C'est pour ça que nous sommes des êtres inachevés et qui continuons de travailler pour le bien commun. Mais, donc j'avais dit, une santé mentale suffisamment bonne, c'est la capacité d'être en lien avec soi et avec autrui, pas être auto-exclu, être dans le lien social, en acceptant
le monde qu'il est, mais en sachant qu'il peut être transformé par l'activité des hommes, c'est-à-dire qu'on est actuellement dans le néolibéralisme, on va pas dire le contraire, mais voilà, comment on peut transformer ce monde dans lequel nous vivons. Ça prendra du temps, mais comment peut-on ne pas baisser les bras sans destructivité, mais non sans révolte, c'est-à-dire la capacité de dire non. Et pour moi, un des signes les plus importants de la bonne santé mentale, c'est de garder la capacité de dire non. La révolte, c'est tout simplement la capacité de dire non, je suis pas d'accord. Non, moi, ce qui m'a impressionné avec le procès Eichmann à Jérusalem, Hannah Arendt a fait un livre là-dessus, La banalité du mal, le procès Eichmann. Cet homme n'a rien trouvé de mieux que de dire « j'ai obéi aux ordres ». Moi, je peux vous dire que quand j'ai lu « j'ai obéi aux ordres », j'ai décidé que je n'obéirais aux ordres qui tuent le lien social et qui tuent la relation à autrui, qui tuent l'altérité, etc. Ou en tout cas, j'essaierai d'être dans la résistance, vous voyez. Donc, je pense qu'actuellement, la manière de vivre, c'est de souffrir de ce que nous vivons, parce que si on ne souffre pas, ça veut dire qu'on n'est pas dans ce monde. Quelqu'un qui ne souffre pas dans le monde où on est, ça veut dire qu'il n'habite pas sur notre planète, ou qu'il est dans son petit monde à lui, où il vit ces petites choses qui lui font plaisir. Ne pas souffrir aujourd'hui, mais c'est une abomination. Ne pas souffrir de ce qui se passe autour de nous et loin de nous. On va peut-être proposer une autre question, Jean, si tu veux bien. Je connais un peu Jean, il est très bavard. Donc, il ne faut pas hésiter à… Alain Noël, tu as peut-être une question, et puis après Frédéric. Plusieurs questions qui tournent autour du rapport entre le collectif et l'individu. Notamment une question peut-être plus philosophique, comment construire une identité collective dans une société précaire où l'individu n'est plus intégré? Est-ce que l'identité collective peut être construite à partir d'individus non intégrés? Je dirais que si je savais le mode d'emploi actuellement, je serais bien content. Pour le moment, moi, je ne sais pas comment construire une identité collective avec des gens qui ont perdu confiance dans le collectif. Donc, on est obligé de travailler en micro-groupe et en macro-groupe, mais avec des ambitions limitées, en essayant d'être le plus honnête possible. Pour moi, la manière actuelle de résister, je suis psychiatre, hein, je suis pas politique. Donc, ce que j'essaie d'amener, moi, c'est comment on peut rester vivant dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde qui tue le lien social sans le dire, qui tue le lien social sans le dire, et en nous rendant paranoïaques, paranoïdes, hyper-individualistes, plus de grand temps, plus d'avenir, plus de négociations, etc. Déjà, si on sait dans quel monde on vit, si on sait qu'on vit dans un monde où règne la mauvaise précarité, on ne sera pas surpris de ce qu'on observe. On pourra, à titre personnel, continuer de vivre dans le grand temps, continuer d'enterrer nos morts, d'enterrer nos illusions aussi, et continuer d'être en relation vivante avec nos proches et ceux qui sont plus loin. Moi, je n'ai pas d'autre ambition actuellement. Je ne sais pas comment construire un autre monde collectif. Je pense simplement qu'il ne faut pas se laisser aller à la mélancolie de dire tout est foutu. Tout est foutu. Même la manière dont on parle de l'écologie, j'ai entendu quelqu'un de très bien récemment qui parlait devant sa fille du fait que le monde, la planète était foutue. Et il me disait, mais je lui ai envoyé un SMS après. Mais sa petite fille qui a 7 ans, elle intègre le fait qu'il n'y a plus d'avenir dans le monde et qu'il ne faut pas qu'elle fasse d'enfants. C'est exactement comme après la guerre de 14. Comme après la guerre de 14, on disait, il ne faut pas faire de la chair à canon. On ne fait plus d'enfants, on ne va pas faire de la chair à canon. Donc, je pense qu'actuellement, notre premier devoir, c'est de garder la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est la confiance dans le réel de la vie, confiance dans le réel de l'amour, confiance dans le réel de l'avenir. La foi, c'est avoir la foi dans ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire dans l'avenir qu'on ne voit pas. Et ça donne l'espérance qui est la foi dans le temps, dans la temporalité. Nous devons rester des hommes et des femmes de foi.
Nous devons garder la foi, c'est-à-dire la confiance en dépit de tout. René Char, quand il était colonel dans l'armée secrète pendant la Résistance, il continuait d'écrire des poésies. Pourquoi? Parce qu'il continuait de vivre dans le grand temps et d'être inspiré, alors qu'il se battait, qu'il voyait ses copains qui étaient assassinés par les miliciens ou par les nazis. Donc, je pense que notre premier devoir, c'est là où nous sommes, là où nous avons des responsabilités, amener une contribution. Une contribution. Donc moi, je travaille dans une clinique privée qui fait partie d'un grand groupe. Ce grand groupe, c'est Orpea. Eh ben, je peux vous dire que dans cette petite clinique, j'ai réussi, c'est une petite clinique, à faire passer les valeurs médicales au sens noble du terme, les valeurs de ce qu'on appelait autrefois psychothérapie institutionnelle, et de pouvoir en parler ailleurs, etc. C'est-à-dire que je ne me suis pas laissé piéger par le fait que j'étais dans un grand groupe où ce qui compte, c'est les actionnaires. Et parce que même dans le grand groupe, et même les directeurs sont des êtres humains. Comment on peut faire une alliance, comment on peut faire un métissage entre une pensée purement financière et tout de même garder une humanité active et respectueuse de l'autre. Comment absolument garder une pensée métisse? Le pensée métisse, c'est je refuse d'avoir une seule identité. Une seule identité. C'est pour ça qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un vrai Français, on ne sait pas ce que c'est qu'un vrai riche, on ne sait pas ce que c'est qu'un vrai pauvre. On a tous à se métisser pour avoir des identités qui évoluent dans le temps et qui sont ouvertes à l'avenir, Frédéric. Oui, alors j'ai une question qui concerne, peut-être pour sortir un petit peu de cette souffrance, une question sur l'indépendance. Faut-il être un peu moins dépendant de la société? Et ça me rappelle un lien entre dépendance, indépendance et interdépendance. Dans les niveaux d'évolution, on commence tous d'abord petit à être dépendants de la société, de nos parents, etc. On est en quête de l'indépendance, mais que peut-être au-delà de l'indépendance, la réussite, ce serait l'interdépendance. En d'autres termes, trouver sa juste place pour à la fois appartenir à la société et pour autant moins en souffrir. Alors, je suis tout à fait d'accord. Le pire aujourd'hui, c'est les gens qui veulent réussir leur vie. Pour moi, réussir sa vie, c'est l'idéologie de l'autonomie pour les hyper-individualistes. Je vais réussir ma vie. Mais qu'est-ce que c'est que ta vie? Tu as une vie, toi? Non, c'est une vie que tu as reçue. Tu as reçu la vie. Tu es vivant parce que tu es en connexion avec la vie cosmique, l'air, les autres, le politique, etc. Ma vie, ça ne veut rien dire. C'est ma vie. C'est un abus de langage de dire c'est ma vie. Par contre, ma responsabilité, oui. Là, si je peux dire oui ou non, le oui ou non, j'y crois. Alors, vous voyez, je suis absolument contre même ceux qui veulent réussir leur réalisation spirituelle. Qu'est-ce que c'est que réussir sa réalisation spirituelle? C'est ma réalisation. Mais justement, le spirituel, c'est le temps des vivants, des morts et des pas encore nés. C'est un temps qui ne nous appartient pas. Le temps de la spiritualité, laïque ou religieuse, c'est un temps qui ne nous appartient pas. Donc effectivement, l'interdépendance, oui. C'est-à-dire, je n'existe que parce que je suis une vague dans l'océan, où je suis dépendant de toutes les autres vagues, mais par la conscience, par l'action, par le refus, par le peu que je peux faire là où je suis. L'ennui actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la bonne précarité, mais en fait, comme on dit facilement, actuellement, on parle des trains qui arrivent en retard, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Il y a des tas de gens qui font ce que j'appelle l'héroïsme du quotidien. Moi, je connais des gens héroïques dans le quotidien, ça n'intéresse personne. Par contre, quelqu'un qui va être héroïque en donnant sa vie, qui va en mourir, ah oui, dès qu'il y a de la mort, on en parle. S'il n'y a pas de mort actuellement, ça n'intéresse personne. S'il n'y a pas de mort, ça n'intéresse personne. Simplement quelqu'un qui fait son devoir très bien, qui se dévoue parce qu'il aime la vie des autres. Et en plus, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est quand on est interdépendant, on y gagne. Parce que quand on rend les autres gens plus vivants, on devient plus vivant nous-mêmes. Vous ne pouvez pas savoir comme les patients que j'aide me rendent plus vivant.
j'ai une chance inouïe à mon âge de continuer d'aider les gens parce que ça me rend plus vivant. Mais si je dis, je veux continuer d'être psychiatre à mon âge pour être plus vivant, c'est nul. Je veux pas être, je continue pas de travailler pour être plus vivant. Je continue de travailler parce que c'est passionnant d'être en rapport avec d'autres, d'être dérangé par d'autres. Et quand un dérangement procure de la vie, cette vie me contamine. Alors, ce que tu dis, je t'interromps, Jean, excuse-moi. Ce que tu dis est très intéressant parce que tu as parlé tout à l'heure de la question de l'engagement. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, c'est une répétition, tant pis, on a l'impression que c'est de plus en plus compliqué pour les gens de s'engager. Et on le voit dans nos sociétés, et celle, entre autres, dans laquelle on appartient tous plus ou moins, c'est très compliqué, les gens ne veulent plus s'engager. Ça devient difficile. Est-ce qu'on ne peut pas l'expliquer comme ça, de la manière dont tu viens de le dire, à savoir ne pas se mettre en lien avec les autres, ne pas être dérangé par les autres, ne pas être questionné par les... Est-ce qu'on peut expliquer cette espèce de désengagement ou de défaut d'engagement de cette manière-là? Si tu veux, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une femme qui s'appelle Jacqueline Kellen, oui, qui a parlé de la divine blessure et de la blessure d'amour. C'est un livre que j'ai eu l'occasion de recroiser récemment. En réalité, l'engagement, c'est se mettre en gage. On se donne en gage soi-même quand on s'engage. C'est-à-dire qu'on prend un risque de souffrir. Quand on s'engage, on prend le risque de souffrir. La relation humaine est extrêmement dérangeante. Ce que disait Baudouin, depuis le début du monde, il y a des trahisons aussi. Mais même quand quelqu'un souffre et que je porte sa souffrance, je sens sa souffrance dans mon corps, je sens sa souffrance dans ma gorge, dans mon ventre, dans mon être profond. Donc si je m'engage avec lui, et si je ne suis pas dans le grand temps, c'est-à-dire dans cette paix profonde du temps des vivants, des morts et des pas encore nés, je vais être happé par sa souffrance, par sa demande, et je peux tomber malade. Il y a beaucoup de gens qui tombent malades, c'est pour ça que maintenant il y a beaucoup d'analyses de la pratique pour ceux qui sont dans la relation d'aide. Et en fait, ce qu'il faut apprendre dans la relation d'aide et dans la relation tout court, c'est que pour résister, il y a un philosophe qui s'appelait, comment il s'appelait, bon, j'ai oublié, il disait je suis l'otage d'autrui, je suis l'otage de l'autre. Quand je m'engage à beaucoup plus que je crois que je m'engage. Je m'engage parce que je m'engage contractuellement à faire ce métier, mais je m'engage avec telle personne, je m'engage à plus que ce à quoi je m'engage. On s'engage parce qu'on se met en gage soi-même. Donc il faut accepter d'en souffrir et que la souffrance ne nous détruise pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand Jacqueline Kellen elle en parle, elle, dans le cadre de la spiritualité, elle parle des blessures d'amour. Il y a des blessures traumatiques qu'il faut essayer d'éviter, mais les blessures d'amour, on ne peut pas vivre sans. C'est-à-dire être dérangé par l'autre même si on aime l'humanité, si on aime sa famille, si on aime son institution, si on aime son pays, si on aime les gens dans la rue, forcément on va avoir des blessures d'amour. On ne peut être blessé d'amour, c'est-à-dire être l'otage de l'autre, que si on apprend petit à petit à rentrer dans le grand temps, c'est-à-dire, alors, j'ai oublié de vous dire comment rentrer dans le grand temps. On rentre dans le grand temps parce que les Grecs appelaient le kairos, c'est-à-dire cet instant présent où, où on s'engage. C'est le moment où on dit oui, on dit non. C'est la porte. C'est la porte. Hein? On peut dire que c'est la porte. Le kairos, c'est la porte. Non, le kairos, c'est l'occasion. C'est ce qu'on appelle aussi l'ici et maintenant. Quand on rentre librement dans l'ici et maintenant, on rentre dans un vrai rapport à l'autre, qui n'est pas un rapport opératoire ou de transparence, mais en rentrant dans le vrai rapport à l'autre, on rentre ipso facto dans le grand temps. Donc en fait, c'est en s'engageant qu'on rentre dans le grand temps, mais en s'engageant avec une fleur, avec un coucher de soleil, avec sa femme, avec son mari, avec ses voisins. Récemment, j'étais à Paris pour un congrès à l'université. Le soir, j'ai voulu aller manger seul, je voulais être un peu seul.
j'étais perdu dans une rue. Il y a un gamin qui me dit, monsieur, vous cherchez quelque chose? J'ai dit, oui, je cherche tel restaurant. Il me dit, il est là-bas, monsieur. Il s'est passé une rencontre incroyable dans le grand temps, mais d'une immense banalité. Il était dans la bonne. Il a vu qu'il y avait un vieux monsieur qui cherchait. Il m'a posé une question. J'ai accepté d'être aidé, c'est-à-dire d'être dans la bonne précarité. Et puis, au revoir, merci, c'était sympa, merci. Au revoir, monsieur, bon appétit. Mais c'est ça. Il y a des micro-engagements quotidiens, puis alors des macro-engagements, si on s'engage, et des fois on s'engage pour des années ou pour la vie. Hein. Mais en fait, le kairos, c'est cet engagement où un oui ou un non change tout. Et c'est ça l'engagement. Et pour les Grecs, le kairos, c'est-à-dire l'occasion, saisir l'occasion ou ne pas saisir l'occasion, ils le vivaient comme un adolescent échevelé. Et si on ne saisit pas l'occasion, on voit l'adolescent qui part, ses cheveux volent au vent et on peut même plus saisir ses cheveux. C'est-à-dire quand on ne saisit pas l'occasion, c'est foutu. Et donc c'est en saisissant l'occasion, qui est l'occasion d'une rencontre, qu'on rentre dans le grand temps et on se donne en gage. Mais des fois c'est un petit gage, des fois c'est un grand gage. Jean, quelqu'un nous écrit, c'est Lévinas qui a dit « Je suis l'otage d'autrui ». Exactement. C'est Lévinas qui, par rapport au visage de l'autre, a dit « Je suis l'otage du visage de l'autre ». Et moi, ça me parle vraiment. Moi, je suis un otage permanent. Mais qu'est-ce que c'est miraculeux? C'est miraculeux d'être otage permanent. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas en disant « Je veux réussir ma vie ». Je veux que l'autre réussisse sa vie. Et du coup, c'est nous qui progressons. Alain Noël, tu veux poser une question? Sur ce que vient de dire Jean, réussir sa vie et réussir la vie de l'autre, il y a une question ou une réflexion qui fait référence au respect collectif de la responsabilité individuelle et qui pose la question de savoir s'il est possible de faire société en respectant les individualismes, mais celui qui pose la question a ajouté les qualificatifs, les individualismes vertueux. Mais il faut respecter les individualistes vertueux et même les non vertueux. Parce qu'il y a beaucoup de non vertueux. Si on décide que les non vertueux font plus partie de l'humanité, eh ben merci. C'est-à-dire, comment on fait avec les gens vertueux et avec les gens pas vertueux? On tient le coup. Et je pense que quand on a eu la chance d'être chef dans sa vie, soit un petit chef, soit un moyen chef, soit un grand chef, le seul rôle des chefs, pour moi, c'est ce que j'enseigne actuellement. Le rôle des chefs est double. Premièrement, il faut trouver l'argent, parce que sans l'argent, on ne peut rien faire. Moi, j'ai passé toute ma vie à être un représentant de commerce, à aller chercher l'argent au ministère, à la caisse d'épargne, etc. Bon, j'ai cherché l'argent. Et en même temps, protéger ceux qui travaillent avec nous. Notre premier rôle, c'est de protéger. Alors, pour protéger quelqu'un qui n'est pas vertueux, on peut lui dire, ça, tu as fait ça, plus jamais avec moi, s'il te plaît. Et c'est une manière de le respecter, de dire, plus jamais ça avec moi, s'il te plaît. Lui dire, t'es un sale con, ça. Non, tu as fait ça, c'est pas possible dans notre équipe. C'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas le tolérer, etc. Donc, il faut travailler avec la vertu et avec le vice. Mais en protégeant, il faut protéger le travail des autres. Et c'est quand on protège le travail des autres que les travailleurs sont protégés et protègent leur objet de travail. Et c'est pour ça qu'il y a de la souffrance au travail. Parce que nos chefs, entre guillemets, ne protègent plus l'ouvrier au sens large. Donc l'ouvrier n'est plus protégé, il ne peut plus faire du bel ouvrage et il fait de la souffrance au travail, il fait du désinvestissement, il fait du burn-out, ou au pire, il dit « je m'en fiche, je m'occupe de mes enfants et de mes vacances ». Donc, le premier devoir des chefs, c'est de protéger ceux avec lesquels ils travaillent. Est-ce qu'on peut penser, Jean, que justement, comme on parle beaucoup de souffrance au travail, est-ce qu'on peut penser que s'il y a un déficit de ce comportement de ceux que l'on appelle les chefs, cela génère la souffrance au travail, ou en tout cas en partie? Évidemment. Évidemment. Alors, les chefs sont mal placés parce qu'eux-mêmes sont entre le marteau et l'enclume. Les moyens chefs, ils sont entre ceux qui exigent d'eux des résultats financiers et puis l'humanité de leurs collaborateurs.
Donc, ils sont obligés un chef qui ne souffre pas est forcément un mauvais chef. Un chef qui est cynique, la manière du chef d'être dans l'auto-exclusion, actuellement, c'est dire « oui, je vous ai compris ». C'est pas vrai. Il dit « oui, je vous ai compris » uniquement pour arrêter la discussion. Il dit « mais on va faire ça ». Donc, effectivement, le rôle des chefs est difficile. On doit aider nos chefs à être de bons chefs. On peut aider nos chefs à être de bons chefs. On peut quelquefois parler à nos chefs, dire ça va pas aujourd'hui, c'est dur, etc. Mais je pense que la seule manière de s'en sortir, c'est de travailler en camaraderie. C'est de travailler en camaraderie, en respect. Et de souffrir ensemble. Et de souffrir ensemble. Ça n'est pas possible partout. Comment faire des alliances Excuse-moi, tu as disparu, donc peut-être que tu as appuyé sur… Alors attends, oui, oui, tu as raison. Voilà. Ah, j'ai réapparu. Oui. La seule manière de travailler, c'est de travailler en camaraderie, y compris avec nos chefs. Alors, je vois qu'il est… Écoute, je me permets d'intervenir parce que je vois qu'il est 21h02. Je propose à Frédéric, si elle veut rajouter quelque chose ou poser une question, puis à la Noël, et puis on libérera peut-être Jean qui, je le sais, est capable de parler la moitié de la nuit, mais il faut qu'on pense aussi à tous ceux qui nous regardent ici, qui nous écoutent et qui ont peut-être envie d'aller ensemble dans leur famille partager un repas attendu. Frédéric ? Oui, alors si je pose une question, j'espère qu'on ne va pas y aller toute la nuit derrière tout ça, mais je pensais tout à l'heure à cette notion d'engagement, et peut-être qu'il y a aussi une sursollicitation aujourd'hui avec la technique. Et en fait, on est tellement sollicité, nos emplois du temps sont tellement chargés qu'on ne peut pas être dans le grand temps. Et ça fait référence, ça me rappelle le lien avec René Guénon, le règne de la quantité et les signes du temps, et cette espèce de sorte de fin des temps. Y aurait-il pas un lien avec une fin quelconque, une fin d'un temps, et cette pixelisation des gens, des individus, des êtres? Et cet isolement ne serait-il pas en lien avec cette idée peut-être d'une décomposition, d'un désengagement? Y aurait-il pas un lien cosmique? Il y a quelque chose là d'effectivement très dangereux dans cette sursollicitation. Et quand je disais que la santé mentale, c'est de pouvoir dire non, il faut pouvoir dire non. Non, monsieur, ça, je peux pas le faire, c'est trop, ça me prend trop de temps, ou si je fais tout ça, je peux plus voir les malades. Et quelquefois, on a le droit de désobéir sans le dire. Par exemple, on s'est aperçu à la fin de la guerre de 39-45 qu'il y avait des Allemands qui, sans être rentrés dans la résistance, avaient simplement refusé d'obéir. Et ça leur avait fait beaucoup de bien. Et je pense que moi-même, dans ce qu'on me demande au niveau de l'informatique, il y a des choses que je ne fais pas. Et si on me confronte un jour pour me dire pourquoi vous n'avez pas fait ça, je dirai pourquoi. Je dirai pourquoi. Parce que effectivement, si je fais tout ce qu'on me demande et si je suis sursollicité, je ne pourrai pas rentrer dans le grand temps. Je serai dans un temps purement opératoire où je vais survivre par une hypertechnicité. Et on a le droit de dire non, individuellement ou collectivement, y compris de faire grève. Il faut savoir jusqu'où on peut aller. Il faut savoir jusqu'où on peut aller. Mais effectivement, il y a peut-être des choses où il faut dire non ou refuser de le faire. Moi, il y a des choses dans les observations avec les patients que je devrais remplir pour aller vite. Je mets RAS. J'ai pas le temps de dire tout ce qu'on me demande et je sais que ça ne sert à rien en plus. C'est pour le cas où on serait attaqué s'il y avait un problème judiciaire, etc., pour se protéger à l'avance. Parce que j'ai oublié de vous dire une chose et je vais terminer là-dessus peut-être. Non, Jean, je poserai une question qui est écrite ici avant de donner la parole à Alain Noël pour qu'il conclue, parce que c'est une question fort intéressante. Mais je te laisse terminer tes propos. Alors, et voilà, il faut refuser le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est il faut que je fasse ça, sinon ça va me retomber dessus.
le principe de précaution qui a prévalu pendant la Covid, mais qui prévaut pour tout, c'est il faut que je fasse ça, sinon ça va me tomber dessus. Les chefs utilisent beaucoup ça. C'est un principe paranoïaque. Je fais ça pour ne pas être attaqué. Alors que le principe de précaution, c'est je fais ça parce que j'aime les gens et j'aime la vie. Donc, refusez le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est un principe de paranoïa collective. Bon, donc voilà, ça c'est une chose. Ensuite. Alors, je peux poser la question là, que je lis. Ouais. Comment peut-on émanciper des gens qui ont une conscience endormie car manipulée? La spiritualité, l'altérité n'est pas la préoccupation de ceux qui ont faim, matérialistes, qui se bercent d'illusions. Peut-on susciter le sursaut salvateur chez les gens, les éveiller est l'éternelle question, car leur parler de foi, d'espérance, de charité sont des notions dont ils n'ont même pas idée. Le conférencier est touchant en donnant les moyens pour s'émanciper, trouver la lumière, mais l'enjeu n'est-il pas de leur faire savoir qu'une lumière existe? Pardon d'être négatif, rajoute celui qui a écrit ces propos. Non, mais disons, moi je parle de notre rôle. Ensuite, quand on est en relation, on est plusieurs. On ne peut pas jouer le rôle de l'autre. Nous ne pouvons jouer que notre part. Et notre part doit essayer de faire en sorte que la part vivante de l'autre soit éveillée malgré tout. En particulier sa part souffrante. Quand on touche à la part souffrante des gens, ou quelquefois à la part désirante, la part lumineuse des gens, effectivement. Mais disons que ce que j'ai dit, c'est jouer notre part pour que ça marche avec autrui. On ne peut pas faire à la place des gens, mais on peut les inciter à faire. Moi, je peux vous dire, je pourrais vous donner des tas d'exemples. Des tas d'exemples où j'ai dit pas parce qu'il est trop tard, Jean, pour des tas d'exemples. Mais en tout cas, en jouant notre part et en jouant notre part à partir d'une foi dans le grand temps, vous ne pouvez pas savoir comment ça peut solliciter l'autre, quelquefois à notre extrême surprise, même dans des situations d'extrême violence. Alain Noël, tu veux bien conclure? Oui, si tu veux, je voudrais remercier Jean de tout ce qu'il a dit, parce que ça a suscité un intérêt marqué et constant. Il y a, après 1h30 de débat, très peu de déconnexion, ce qui montre bien l'intérêt suscité par cette conférence qui pourrait se poursuivre, en ce qui me concerne, encore plusieurs heures. Mais nous n'irons pas jusque-là. Je voudrais aussi remercier Jean d'avoir fait apparaître qu'il y avait des notions qui sont très en dehors de ce que l'on pense habituellement, réussir sa vie spirituelle, tout cela me va bien. C'est complètement à côté de ce que l'on pense habituellement. Et puis surtout d'avoir fait apparaître cette notion du kéros, saisir l'occasion du temps. Notion essentielle des Grecs, notion essentielle pour les francs-maçons. Je pense qu'on peut en conclure là-dessus. Remercier Jean, remercier tous ceux qui ont suivi, qui sont encore plus de 100 à l'heure actuelle, et vous donner rendez-vous simplement jeudi prochain. Jeudi prochain, nous accueillerons Jacques Attali, que tout le monde connaît. Jacques Attali qui est écrivain, qui a été économiste, qui a été le conseiller particulier de François Mitterrand, qui est aussi un pianiste et un chef d'orchestre, ce que peu de gens savent, et qui a été promoteur d'institutions internationales, dont une qui s'appelle Planète. Voilà. Donc rendez-vous jeudi prochain avec Jacques Attali. Merci à tous et à bientôt. Alors merci Jean, bien évidemment. Merci Frédéric pour ta participation. Merci à Jean-Robert pour la technique. Et puis, écoute Jean, parce que je suis sûre que tu as encore des tas de choses à nous dire. On te remettra l'année prochaine. D'accord, avec plaisir. D'accord. Okay. Allez. Bonsoir à tous et merci infiniment. À jeudi prochain. Au revoir.